Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin avec nous, avec un petit peu de retard, désolé pour ce retard. N'y voyez pas un complot lié au sujet, hein, c'est juste vraiment un problème technique. Ce matin, donc, nous parlons avec nos invités de la sixième période des certificats d'économie d'énergie, qui débutera donc le 1er janvier prochain. Pour en discuter, je vais présenter nos quatre invités sur notre plateau. Donc Diane Simieux, directrice donc, du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la Direction générale de l'énergie et du climat, et je ne dis pas le ministère, parce que derrière il y a le ministère aussi, mais sinon. Donc voilà, Laure Langienne, donc directrice des ventes grands comptes chez Gazal Énergie, Sébastien Timsi, pardon, directeur général de ACE Énergie, et enfin Pierre Maillard, PDG du groupe Elion. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de commencer, je voulais peut-être faire une précision, puisque vous savez que ce webinaire se tient dans un contexte politique un peu particulier, puisque actuellement nous n'avons pas de gouvernement. Donc, dans ce cadre, la parole de Madame Simiou sera peut-être un peu contrainte. Ses propos vraiment se fixeront sur l'état du dispositif actuellement, où on en est des discussions, mais elle ne pourra pas parler, ni anticiper, ni commenter d'éventuelles évolutions à venir. Ceci dit, Madame Simiou, je commence vers vous. Peut-être, comme je pense que vous êtes nombreux devant votre écran, peut-être rappeler la philosophie du dispositif juste avant, et puis peut-être enchaîner sur cette sixième période, ce qui s'est passé durant l'été avec le COPIL, un comité de pilotage, des consultations publiques à la fois du CSE et du public. Dites-nous à peu près où on en est maintenant. Tout à fait, merci beaucoup pour votre invitation. Donc le dispositif des certificats d'économie d'énergie, il repose sur des obligations qui sont faites à des fournisseurs d'énergie, d'électricité, de gaz, de carburant, de réaliser des opérations d'économie d'énergie. Et ça permet de financer 1 million d'opérations en moyenne chaque année pour entre 4 et 6 milliards d'euros. Sans impact pour le budget de l'État et surtout de mobiliser toute l'agilité du secteur privé grâce aux fournisseurs d'énergie et à tous leurs partenaires pour aller chercher des gisements d'économie d'énergie dans tous les secteurs, y compris ceux où il y a des angles morts, des dispositifs budgétaires, et puis de faire ce dernier kilomètre jusqu'au bénéficiaire final. Qui inspire d'ailleurs d'autres pays dans le monde, notamment l'Espagne, qui s'est pas mal inspiré du dispositif des Français pour le dispositif qu'elle a créé. Mais c'est aussi un dispositif qui est confronté à des problèmes, on y reviendra, des sujets de fraude, d'effets d'aubaine, de manque de liquidité du marché. Et donc c'est l'objet de la réforme du dispositif qui a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est comment faire en sorte de conforter l'importance du dispositif des certificats d'économie d'énergie pour atteindre nos objectifs de planification écologique. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de renforcer l'efficacité du système. Et puis le troisième, c'est de lutter contre les fraudes, contre les effets d'aubaine, contre les contournements. Et donc pour ça, il y a une concertation avec les acteurs qui dure depuis 2 ans. Donc je voudrais remercier l'ensemble des parties prenantes qui sont mobilisées pour y répondre. On a eu des discussions extrêmement riches. Et donc les principes de la réforme ont été présentés au comité de pilotage des C2E début juillet. Il y a eu ensuite le passage en Conseil supérieur de l'énergie en juillet, qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de l'énergie, et il a été ensuite mis à la consultation du public et puis transmis au Conseil d'État. Il est actuellement en cours d'examen au Conseil d'État et il va être, on espère, très prochainement examiné en section du Conseil d'État. Très bien. Peut-être un point sur l'obligation, justement, c'est un des principes du mécanisme. Oui. Comment évolue l'obligation sur cette sixième période? Alors, j'ai dit le premier objectif de la réforme, c'est de conforter l'importance du dispositif dans l'atteinte de nos objectifs de planification écologique. Vous savez que la directive efficacité énergétique qui a été revue dans le cadre du Green Deal européen a renforcé notre objectif de réduction de consommation d'énergie. On a un objectif de moins 30% d'ici 2030. Par rapport à l'année de référence, c'est 2012. Et donc, en conséquence, l'obligation pour la sixième période est augmentée de 25% à peu près à 1050 TWh par an pour servir nos objectifs
nos objectifs de planification écologique et l'atteinte de nos objectifs de réduction de consommation d'énergie. Très bien. Madame Langelle, donc Gazelle Énergie, donc là, vous êtes donc un obligé, puisque vous êtes fournisseur d'énergie. Comment vous voyez ce cadre, ce nouveau cadre dessiné on parle de réforme, mais est-ce que c'est une philosophie aussi qui reste dans le même esprit, quoi, en fait? Oui, alors exactement. Nous, on est donc fournisseur de gaz et d'électricité. Donc, alors en fait, on ne traite pas les résidentiels, mais on a un portefeuille de PME et de clients grands comptes, dont notamment effectivement énormément dans le secteur tertiaire. Donc moi j'ai 2 casquettes, puisque je vais avoir la casquette où je génère des C2E chez mes industriels, et j'ai la casquette où je suis une partie de mon portefeuille et porte une obligation de C2E pour ces clients tertiaires. Donc moi je voudrais juste donner un chiffre, c'est qu'effectivement on est sur une obligation qui augmente de 25%. Mais si on regarde vraiment précisément dans le secteur qui nous concerne, si je regarde électricité et gaz, le coefficient sur l'électricité, il augmente de 52%, celui sur le gaz de 70%. Et donc si je prends aujourd'hui, là on est vraiment sur le projet de décret, si je prends aujourd'hui uniquement avec les prix de C2E actuels, précarité et classique tels qu'ils sont, un client qui a une consommation donnée, il a une facture en décembre 2025 donnée, au 1er janvier, son C2E, sa ligne C2E dans sa facture, pour l'électricité, elle augmente de 2 €, et sur le gaz, elle augmente de 3 €. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, comme le projet de décret n'est pas sorti, il n'y a pas encore, nous, on est incapable d'aller communiquer à nos clients ces prévisions-là. Donc, c'est vraiment important de l'avoir en tête, et de savoir que même si effectivement à la maille globale on est sur une augmentation de 25%, on a ce genre de détails entre décembre et janvier, puisqu'il va falloir aller acheter les C2E complémentaires de P6 sur le marché d'aujourd'hui. On parlera de toutes ces questions de marché, de gisement, bien sûr. Monsieur Maillard, je vais faire un petit tour aussi. On n'a pas trop noté, mais cette période de 6e période, elle est à 5 ans. C'est plutôt une bonne idée pour la visibilité des acteurs. Absolument. Enfin, nous avons un peu de visibilité dans le secteur. On parle déjà de P7, donc une vision à 2035. Donc pour une fois, on a 2 fois 5 ans. Et ça, on peut s'en féliciter. C'est une des propositions que l'on pousse chez Elio depuis déjà un bon moment, de s'aligner avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est par période de 5 ans. Et donc là, ça y est, on a des périodes du dispositif C2E qui sont alignés avec ces PPE, et cette future PPE qui va bientôt sortir, on espère. Vous avez des infos ? On espère en avoir, en tout cas. Le dispositif, oui, s'aligne sur 5 ans. Il y a une augmentation qui est non négligeable, qui est significative. Après, il ne faut pas confondre obligations théoriques et obligations réelles avec les coefficients qui, oui, les coefficients représentent une forte augmentation. Il y aura quand même une baisse de la consommation d'énergie d'une façon générale, c'est l'objectif. Et chez Elio, nous militons beaucoup pour lier le dispositif C2E avec les économies d'énergie réelles. Et donc de se rapprocher au maximum entre 1 kWh CUMAC et 1 kWh d'énergie finale, de pouvoir vraiment avoir un lien direct, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas. C'était une des demandes dans la consultation qui était lancée en 2023, de pouvoir faire des propositions sur comment lier kWh CUMAC et kWh. C'est un sujet de fond qui est là depuis un moment dans le dispositif, et nous pensons qu'il y a beaucoup de points à pousser. Or, la seule chose qu'on peut regretter dans les 2 dernières années de durer cette consultation, c'est l'absence vraiment de ce qu'on peut appeler du groupe de travail, entre mêlant des acteurs privés, des acteurs publics. Il y a eu 4 groupes de travail lancés qui ont duré 2 heures, mélangeant des acteurs privés et publics, et on trouve qu'il a manqué de nommer des personnes, des acteurs du dispositif qui puissent travailler sur des sujets spécifiques, faire des propositions, qu'elles soient analysées en comité de pilotage ou par la DGEC ensuite, puis qu'on puisse acter sur des vrais changements qui nous tirent toujours plus vers le haut. Très bien, je finis mon petit tour, le premier petit tour avec Monsieur Tinsit. Donc pareil, question sur la philosophie du dispositif qui évolue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et effectivement, alors nous, on pense que l'obligation qui a été fixée là d'augmentation pour passer à 1050 TWh CUMAC par an est ambitieuse par rapport au niveau de production qu'on a pu constater. Ça fait un niveau de production qui est assez important.
qui va permettre, effectivement, je l'espère, d'atteindre les objectifs de la France en matière de planification écologique et de stratégie nationale bas carbone. Je pense qu'il est en bonne voie pour le faire, notamment parce qu'il a pu mettre en place un certain nombre de gisements qui sont alignés avec la stratégie nationale bas carbone, sur le transport en particulier, sur l'industrie, sur le résidentiel également. Donc, en tout cas, sur la philosophie du dispositif, je trouve qu'aujourd'hui, il est mieux aligné que jamais avec la stratégie nationale bas carbone. Et pour nous, ça reste, et ça va rester un levier de compétitivité pour la France, pour un certain nombre de parties prenantes, notamment pour les entreprises, pour les industriels, il faut bien le dire, à une heure où la France, elle a beaucoup de sujets à traiter, et donc elle a besoin de ce levier de compétitivité. Donc ça, c'est sur un peu la vision un peu générale. Je dirais, il y a peut-être un élément sur lequel donc qui a été donné par Laure, sur lequel j'ai envie de réagir, qui est sur la hausse des coefficients. Effectivement, le coefficient électricité il croît de plus de 50% et le coefficient gaz de 70%. Ça, c'est sur le coefficient classique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le coefficient précaire, lui, il baisse beaucoup. Et donc, en augmentation en euros par mégawattheure CUMAC, effectivement, on va plutôt se retrouver finalement entre 20 et 30% qu'entre 50 et 70%. C'est juste pour pas non plus alerter les consommateurs qui sont obligés, enfin qui voient le C2E dans la facture, en tout cas qu'ils le payent. Il y a pas d'augmentation, on va dire, de l'ordre de 50% de la facture. C'est pas du tout ça qu'on va voir. C'est plutôt 18% pour les LEC et on était plutôt à l'ordre de 30% pour le gaz nat et un peu plus pour le carburant. Très bien. Une réponse peut-être à ces observations, Madame Simi? Un point qui est important, c'est, je pense qu'il ne faut pas réfléchir en termes de prix, il faut réfléchir en termes de facture. Et donc là, nous, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce nouveau dispositif, il peut y avoir un impact sur le prix, mais qui est compensé par la baisse de consommation. Et donc, l'impact sur la facture, alors je dis pas la facture de chaque consommateur, mais au global, l'impact au global est neutre ou négligeable. D'accord. Une petite série peut-être de questions pour alimenter ce débat, ce webinaire. Parlez-nous peut-être justement, Monsieur Timsit en a parlé, des certificats de précarité par rapport au classique, et peut-être aussi un petit point sur l'énergie, quoi. En fait, quelle énergie on cible, etc. Quoi. En fait, on en a parlé là, mais peut-être bien d'avoir votre vision aussi. Alors effectivement, les C2C précarité, c'est quelque chose qui est prévu par la loi et c'est aussi une obligation européenne. Et je pense que c'est une force du dispositif d'avoir cette composante sociale très forte. Et donc c'est quelque chose qui est pérennisé. Néanmoins, pour tirer les leçons de la situation qu'on a en ce moment, le niveau d'obligation précarité va rester au niveau de l'obligation de la P5 et ne va pas augmenter. Donc le niveau d'obligation globale augmente, mais le niveau d'obligation précarité reste identique à celui qu'il était en cinquième période. Pour rappeler les énergies qui sont soumises à ces deux E, donc c'est carburant routier, fioul domestique, vente de gaz, de GPL, d'électricité, de chaleur et de froid aux ménages et à la plupart des activités tertiaires. Donc, et sur le calcul des coefficients, on a retenu la même méthode que celle qui avait été utilisée pour la cinquième période, c'est-à-dire qu'on regarde la consommation totale d'énergie projetée sur la base de la PPE3 qui a été mise en consultation, puisqu'elle n'est pas encore adoptée, le projet de PPE, mais qui a été publié. Et puis, ensuite, on regarde le mix entre les énergies. On a pris le même mix que celui qui avait été utilisé pour faire les calculs en cinquième période, pour calculer les coefficients pour chaque énergie. D'accord. Une petite remarque? Oui, juste une remarque, c'est que c'est juste un point d'ouverture, c'est de dire que les clients tertiaires, donc que ce soit des logisticiens, que ce soit des chaînes de magasins, etc. Donc ce sont ces clients-là, et puis les résidentiels évidemment, qui sont soumis à cette hausse. Et c'est juste pour dire que globalement, nous on les voit au quotidien. C'est aussi, il faut vraiment voir, ça c'est la brique C2E. Dans ce qui se profile, ils ont sur le gaz, au 1er janvier, les certificats de production biométhane. Ce sont également les sites qui ont en taux plein tous les axes gaz et élec, qui n'ont plus d'AREN au 1er janvier, et peut-être certains auront le UTS2 au 1er janvier 2027. C'est juste pour dire que voilà, c'est une brique, mais ça se rajoute, et aujourd'hui, on cherche tous de la compétitivité sur les prix de l'énergie. Très bien. Je vais passer d'autres questions rapidement, des petites questions comme ça pour le webinaire. Parlez-nous peut-être de l'articulation avec MaPrimeRénov'. Le guichet a rouvert en totalité aujourd'hui.
Comment ça se passe, cette articulation avec les C2E maintenant? Peut-être je voudrais réagir à ce qu'a dit Laure pour rappeler que du coup, nous on regarde effectivement l'impact sur les énergies de manière globale de l'ensemble des dispositifs qui sont prévus par le Green Deal européen. Et on sera très vigilant aussi à l'impact sur le prix, y compris dans cette question, mais on y reviendra peut-être, d'adéquation entre l'obligation et le gisement, avec la possibilité, si on a des fortes variations sur le marché, de pouvoir ajuster le niveau de l'obligation en début de 6e période, comme ça avait été le cas en début de 5e période. Ça reste une possibilité. Donc nous, on aimerait donner le maximum de visibilité, mais s'il faut le faire, on le fera. Voilà, je pense que c'est un point qui est important, et on regarde bien l'ensemble des dispositifs on n'est pas chacun dans notre silo. On regarde bien l'ensemble des dispositifs. Donc ça, c'est un point que je voulais noter. Sur l'articulation avec MaPrimeRénov', pas de changement. C'est-à-dire que pour MaPrimeRénov', pour parcours accompagné, donc pour les rénovations globales, ça reste l'ANA qui produit les C2E et qui les valorise directement. Donc c'est transparent pour le ménage, qui fait appel, qui fait ses travaux. Et puis pour les monogestes, on a dans certains cas un cumul qui est possible, dont l'importance aussi des mandataires pour effacer la complexité pour les ménages. Oui, Oui, chez Liu, on s'adresse à tous les consommateurs d'énergie dans l'objectif de réduire leur consommation d'énergie. Nous connaissons tous les secteurs d'activité, et sur le résidentiel, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand vous cumulez les deux gros dispositifs d'aide en France à la rénovation énergétique ou à l'efficacité énergétique, qui sont le dispositif C2E et l'ANA, vous avez une masse financière d'à peu près 8 milliards d'euros. Sur ces 8 milliards, vous avez 80% de l'aide qui va à destination des ménages. Et nous, les ménages, donc le secteur résidentiel, ne représentent que 28% de la consommation d'énergie finale en France. Donc vous êtes en train de mobiliser 80% de l'aide, 80% de la masse financière à l'efficacité énergétique pour 28% de la consommation d'énergie finale, qui est en plus difficilement quantifiable sur l'efficacité réelle de chaque opération que vous allez financer. Donc nous poussons énormément à ce que ce dispositif puisse être réorienté vers des secteurs comme l'industrie, le tertiaire, le transport, l'agriculture, qui sont des secteurs sur lesquels on va pouvoir après gagner en compétitivité, donc en attractivité aussi pour le pays, et in fine protéger le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Oui, on parlera justement des gisements un tout petit peu après. Je continue, mais peut-être Monsieur Titi veut rajouter quelque chose. Oui, sur effectivement l'articulation MPR C2E, nous effectivement, en tout cas, on a suivi les évolutions sur MaPrimeRénov' et sur l'Agence nationale de l'habitat. Donc on a vu un petit peu les atermoiements et donc en fait les signaux qui ont été donnés aux ménages et qui ont un petit peu pu les égarer. On a vu effectivement beaucoup de dossiers juste avant l'arrêt au premier semestre 25 en rénovation d'ampleur, et donc ça c'était probablement une bonne chose. Après, je dirais peut-être que l'enfer a été pavé de bonnes intentions, parce que il y a eu une croissance importante du nombre d'actions, et du coup pour les services peut-être de l'Agence nationale de l'habitat, ça a été certainement une difficulté, pour le budget également. Donc, on va dire le fait que le certificat d'économie d'énergie soit toujours une possibilité pour pouvoir opérer de la rénovation dans le domaine du résidentiel, c'est important. Ça permet aussi de garantir une certaine production de ces C2E précarité, dont le dispositif a également, c'est un besoin important. Donc ça permet de le faire. Nous, il y a juste un élément qui nous paraît quand même sur l'articulation. Je finirai par deux choses. D'une part, je fais un tout petit peu attention quand même au sujet isolation, notamment sur l'isolation des murs. Nous, on a toujours été côté ACE Énergie, et ce depuis la crise deuxième semestre 2021, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Déjà, toujours été très précautionneux sur le fait que les ménages aient toujours la capacité, quel que soit leur logement, à opérer des opérations d'isolation pour faire face à la hausse du prix de l'énergie. Donc, il faut toujours, en tout cas, de notre point de vue, que côté certificat ou côté MaPrimeRénov', en tout cas, il y a une subvention qui soit quand même relativement qui puisse permettre de laisser la possibilité aux ménages, en tout cas, de continuer à s'isoler, quoi. Et une petite réponse, Madame Signy, sur l'isolation.
Non, je pense que il y a effectivement le monogeste est maintenu dans MaPrimeRénov'. Il est recentré sur certains gestes d'isolation et pas d'autres. Voilà. Ensuite, la question se posera d'ajuster éventuellement les C2E pour compenser cette évolution. Ce sera une décision politique sur laquelle je ne me prononcerai donc pas. Voilà, c'est ce qu'on a dit au départ. Très bien. Je poursuis une petite question. Concernant les bonifications et les coups de pouce, peut-être un petit point aussi sur ces éléments-là. Alors oui, les bonifications coups de pouce sont maintenues, mais seront mieux encadrées en 6e période. Alors ils sont maintenus parce que ça sert le premier objectif que je vous donnais tout à l'heure, qui est de faire en sorte que les certificats d'économie d'énergie soient pleinement un outil au service de l'atteinte de nos objectifs de planification écologique. Et c'est pour ça que ça permet d'orienter notamment vers les opérations qui ont le plus d'impact en termes de décarbonation. Et notamment, vous disiez qu'on n'a pas assez de C2E dans le domaine des transports. Là, il y a un rééquilibrage très important qui se fait avec beaucoup de nouveaux gisements ouverts sur l'électrification des véhicules qui sont bonifiés parce qu'ils bénéficient à l'atteinte de nos objectifs de décarbonation, de souveraineté. Voilà, c'est tous les co-bénéfices qu'on a en la matière. Mais ils sont mieux encadrés. Ils sont mieux encadrés en s'appuyant sur les nouvelles dispositions de la loi Cazenave, qui a été, c'est la loi de lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques, qui ont un volet important sur les aides à la rénovation énergétique, un volet important sur les certificats d'économie d'énergie. J'y reviendrai plus tard quand on parlera fraude, mais qui permettent notamment, qui ancrent le principe que il faut qu'il y ait un reste à charge. Donc un taux de couverture, l'idée c'est de regarder à la fois le taux de couverture, donc savoir avec les C2E quelle est la part de l'opération qui est payée, mais de réfléchir aussi en termes de temps de retour sur l'investissement et s'assurer que le temps de retour sur l'investissement n'est pas inférieur à 3 ans. Et ça ouvre la possibilité d'avoir des anti-bonifications, en quelque sorte des bonifications inférieures à 1, le cas échéant, pour faire en sorte que les fiches soient pas trop généreuses, parce qu'on voit que quand elles sont trop généreuses, c'est fraudégène et puis c'est générateur d'effets d'aubaine. D'accord. Monsieur Maillard, un commentaire? Je souligne vraiment ce qu'a dit Mme Simu sur l'importance d'encadrer les bonifications et de s'assurer qu'il y ait toujours un reste à charge sur les opérations. C'est vraiment un point important. Les effets d'aubaine arrivent et l'opportunisme arrive dès qu'il y a un surfinancement et donc dès qu'on arrive à des opérations qui ont des taux de retour sur investissement inférieurs à 2 ou 3 ans. Nous souhaitons en tout cas chez Elio pouvoir les écarter et se concentrer sur des dispositifs qui sont bien encadrés et sur lesquels il y a en permanence un reste à charge, peu importe le bénéficiaire des travaux, que ce soit une personne morale ou une personne physique. Oui. Nous, pour ce qui nous concerne, effectivement aussi, on a toujours été soutien des bonifications et des coups de pouce dès lors qu'elles étaient bien orientées sur les actions effectivement de décarbonation et qui avaient un sens pour la transition énergétique. Donc, du point de vue de la mobilité et du point de vue des pompes à chaleur, on accueille très favorablement ce qui a été mis en place. Le passage également en énergie finale, bon, c'est un peu technique, mais ça permet de favoriser les gestes qui permettent l'électrification des industries, des logements, et donc ça c'est une bonne chose. L'électrification de la demande d'énergie, donc ça c'est une chose. On dirait effectivement quand même qu'il faut faire attention sur la nouvelle subvention pour la pompe à chaleur qui a été mise en place, parce que effectivement, si en tout cas on ne tombe pas sur des restes à charge à 1 euro, on va tomber sur des restes à charge qui pourront être faibles. Donc il faut garder quand même une veille sur le contrôle, notamment le fait qu'on change bien des chauffages fossiles au préalable. Donc on a cette vigilance également sur laquelle on recommande. Nous, il y a un autre point important qui porte notamment sur l'emploi en France, sur lequel on souhaitait revenir. Il y a quelque chose qui a été très bien fait, je pense, c'est l'éco-conditionnalité sur les véhicules individuels, qui a pu permettre la production sur le sol européen des véhicules. Et donc, pour moi, c'est un premier signal et ça doit aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est prévu pour les pompes à chaleur de viser à ce qu'elles soient assemblées en forte partie en France, et c'est une très bonne chose. Et il faut aller certainement beaucoup plus loin, potentiellement sur le poids lourd, sur le bus électrique également, pour permettre l'émergence de filières au niveau français et européen. Il y a peut-être un dernier point que je souhaitais souligner, c'est
plutôt sur des fiches qui vont être, c'est un peu technique en tout cas, hein, mais sur certaines fiches, notamment sur la déstratification, la déshumidification, ou le calcul de la subvention, aujourd'hui, il est fait par rapport au système et pas par rapport au nombre d'équipements installés. Et en tout cas, du coup, il y a des questions un petit peu techniques qui vont se poser sur des audits, ou en tout cas sur comment calibrer le système, et qui vont encore pouvoir faire l'objet d'analyses ou en tout cas de failles. Et donc, je dirais qu'il faut être vigilant sur ces aspects-là pour qu'on puisse définir soit beaucoup plus précisément le système qu'on va installer, soit changer le système de subvention pour pouvoir le calibrer au nombre d'équipements installés en le plafonnant. Angèle. Oui. Je disais donc ce que je voulais dire, c'est que tous les fournisseurs alternatifs n'ont pas une équipe de génération de C2E. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc depuis la P1, depuis longtemps. Nous, on n'a jamais déjà reste à charge. Enfin, on a toujours du reste à charge chez nos industriels. Il n'y a pas de risque. Néanmoins, moi, ce que je voulais quand même dire, c'est que on parle parfois de fiches qui sont trop généreuses. Il faut vraiment toujours lier ça, pour moi, avec le prix, parce que si vous avez, si une fiche est trop généreuse, concrètement, ça veut dire que vous allez avoir plus de C2E sur le marché. Et plus de C2E sur le marché, c'est un prix qui va baisser sur le marché des C2E. Comme c'est hors budget le système C2E, il faut bien comprendre que à vouloir contenir, à vouloir effectivement réduire, ce qui paraît complètement logique, à vouloir contenir le fait qu'il n'y ait pas d'acteurs qui bénéficient trop du sujet, il faut bien comprendre qu'à la fin, c'est moins de C2E sur le marché que si on avait autorisé ces opérations-là. Et donc, c'est forcément un prix qui augmente et qui est payé par le consommateur. Donc, c'est tout à fait logique. C'est juste que l'impact, il est ce qu'on voit aujourd'hui avec un C2E classique à 9 € et un C2E précarité à 14 €. Et encore, je suis plutôt basse dans ce que je dis. On reparlera on en parlera après. Du prix, mais une petite question justement, on parlait de pompe à chaleur. C'est un élément que vous voulez augmenter, quoi. Le soutien à la pompe à chaleur, c'est vraiment un élément fort. Oui, il y a une volonté très forte parce que la pompe à chaleur, c'est essentiel pour la décarbonation de notre secteur du logement. Et donc, on a des objectifs qui sont ambitieux dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone pour remplacer les chaudières fuel. Les pompes à chaleur, ça s'installe bien dans des maisons individuelles qui sont aujourd'hui souvent chauffées au fioul, qui seront jamais raccordées à des réseaux de chaleur parce que c'est à la campagne. On va pas tirer des tuyaux jusque là. Donc c'est une solution qui est importante et qui permet aussi de protéger les Français contre les fluctuations du prix des énergies fossiles. Et c'est un levier de souveraineté qui est important. Ce qui s'est passé, je trouve qu'on a tous une sorte d'amnésie collective sur ce qui s'est passé il y a 2 ans sur les prix de l'énergie. Ça peut se reproduire. On vit pas dans un monde qui est particulièrement stable d'un point de vue géopolitique, et on n'aura plus les moyens de mettre en place des boucliers tarifaires. Donc, il faut qu'on arrive à protéger les Français des fluctuations des prix de l'énergie. Et pour ça, il faut qu'on arrive à faire passer le message. C'est pas parce que le prix du gaz est peu élevé en ce moment, qui va toujours l'être. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui on a besoin d'aider davantage au passage à la pompe à chaleur, qui est quand même un outil essentiel pour protéger nos concitoyens de la précarité énergétique, pour les protéger des fluctuations du prix de l'énergie. Et c'est pour ça d'où la révision de la fiche sur les pompes à chaleur pour aider davantage. Parce qu'on voit qu'on en a besoin en ce moment. Très bien. Je vais prendre une ou deux peut-être une petite questions de nos auditeurs qui sont toujours sur ces questions d'évolution du dispositif. Alors on me pose la question, pourquoi avoir abaissé les seuils des énergies carburant et fuel et pas les autres? Alors, effectivement, c'est la proposition qui a été faite dans le projet qui a été soumis au Conseil supérieur de l'énergie, de baisser les seuils désobligés pour le fioul domestique et les carburants hors GPL qui étaient aujourd'hui à 1000 m3 et 7000 m3 pour les baisser. Le chiffre exact dépendra est en discussion avec le Conseil d'État actuellement. L'objectif, c'est de limiter la création opportuniste de filiales pour contourner le dispositif des C2E, qui est un phénomène qu'on a vu sur la dernière période. Et l'objectif, c'est de lutter contre ce phénomène de contournement de l'obligation des C2E.
Très bien. Et c'est une disposition qui a été aussi très clairement introduite dans la loi Cazenave pour permettre de lutter contre ce contournement. J'ai une deuxième question. Pourquoi les industriels ne sont pas soumis à l'obligation des C2E dans l'électricité et le gaz? Pourquoi les industriels ne sont pas soumis à l'obligation C2E dans l'électricité et le gaz? Aujourd'hui, c'est la loi. C'est un dispositif qui est prévu par la loi. Donc, c'est pas le décret de toute façon qui pourra revenir là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on est dans un moment où notre industrie a besoin de compétitivité. Vous l'avez dit tous les deux, tous les trois même. Et c'est un enjeu, un enjeu important de maîtrise du prix de l'énergie aussi pour nos industriels. Et on peut peut-être aussi compléter que via les quotas carbone dont les industriels s'exonèrent, ça finance aussi une partie du financement de l'Agence nationale de l'habitat. Donc il y a une subvention aussi qui va dans l'autre sens, qui permet de financer, qui est aussi à destination des ménages en partance depuis les industriels. Et puis parce que le tertiaire n'est pas délocalisable, donc il est moins subventionné il est moins aidé que l'industrie. Donc c'est lui qui paye. Très bien, donc on poursuit. Peut-être un point sur la fraude. Peut-être. Donc il y a un programme qui s'appelle Prodicée, je sais pas comment on dit, Prodicée, non? Prodicée. Donc Prodicée, donc qui est en cours, hein, le programme a été lancé. Peut-être vous pouvez nous faire un point, Madame Signot, sur ce programme et quelle est son ambition? Oui, peut-être que je fais un point global sur la lutte contre la fraude, qui est vraiment un élément essentiel de notre action. On a changé de dimension ces derniers mois dans la lutte contre la fraude. Notamment via trois dispositifs. Le fait, c'est l'appui de la mission interministérielle de coordination antifraude qui a été mandatée sur tout ce qui concerne la rénovation et les C2E et qui nous apporte vraiment un appui précieux pour détecter la fraude, travailler en coordination avec la DGCCRF, avec la DGFIP, permettre donc ce qu'on faisait déjà avec l'ANA, avec l'ADEME, croiser les bases de données, et qui est donc un appui précieux pour à la fois détecter la fraude et aussi beaucoup engager des sanctions, y compris des sanctions pénales. Et ça, c'était quelque chose qui est important. On avait auparavant des actions qui n'arrivaient pas toujours au bout, parce que les procureurs ne s'en emparaient pas. Et donc, grâce à la MICAF, on a maintenant cette coopération beaucoup plus forte avec les procureurs pour que les sanctions aboutissent, y compris des sanctions pénales. Deuxième levier, grâce à de nouveaux outils qui ont recours à l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes, notamment détecter des anomalies qui permettent d'identifier les professionnels frauduleux. Et puis avec l'appui du COFRAC qui a retiré ou qui a suspendu les accréditations de 22 organismes d'inspection, et il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux, soit près de 40% des organismes d'accréditation qui ont été suspendus ou qui ont été dont les accréditations ont été retirées. Un levier important avec la loi Cazenave qui a été adoptée cet été et qui va permettre de faire du name and shame sur les entreprises qui sont impliquées dans des schémas de fraude. Et puis un point qui est important, la possibilité de sanctionner les dossiers frauduleux en amont de la délivrance, qui est quelque chose qui nous manquait jusqu'à maintenant. Et puis on a d'autres actions dans les tuyaux, notamment pour imposer la déclaration des opérations dès leur engagement. Et ça va permettre de détecter en amont de la délivrance les potentielles opérations non conformes et éviter l'antidatage. Mutualiser les résultats des contrôles réalisés par les obligés. Exploiter le contrôle visuel à distance, y compris en ayant recours à l'intelligence artificielle pour exploiter les images. Et puis en collectant les numéros de points de livraison de gaz et d'électricité pour pouvoir récolter automatiquement les consommations d'énergie mesurées par les compteurs communicants avant et après les travaux. Et ça va permettre à la fois d'améliorer nos connaissances sur les économies d'énergie réelles permises par les opérations, mais aussi de se dire de pouvoir voir pour une opération donnée la réalité de cette opération. Alors juste quelques chiffres. Donc le pôle national des C2E a réalisé l'an dernier 6000 contrôles sur place.
et des contrôles préventifs par contact sur plus de 100 000 opérations de rénovation globale, aussi des opérations préventives sur les thermostats connectés, sur le calorifugage. Et puis on a eu des sanctions records qui ont été prononcées l'année dernière. On a eu pour 20 millions d'euros de C2E qui ont été annulés, pour 9 millions d'euros de pénalités financières. Et puis surtout, on a eu des volumes très importants rejetés avant délivrance. Donc tout ça représente un volume de fraude évité ou sanctionné de 180 millions d'euros. Et 2025 va vraisemblablement être aussi une année record en termes de sanctions. Donc voilà, c'est vraiment un accent très fort qui est mis sur la lutte contre la fraude. Et c'est aussi un axe du programme Prodicé. Donc c'est un programme qui sert deux objectifs. Il y a un objectif de lutte contre la fraude, donc j'en ai parlé, notamment c'est ce qui va permettre la mise en place du système d'information pour le croisement des données des contrôles sur place ou à distance, le contrôle visuel à distance. Et puis un point qui est très important, c'est de permettre une meilleure évaluation du dispositif, une évaluation à la fois du point de vue technique et du point de vue économique. Du point de vue technique, en évaluant les économies d'énergie réelles qui sont observées pour mieux qualifier l'impact sur les factures, mieux qualifier l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, et l'évaluation économique pour permettre d'évaluer son efficacité, son efficience, le caractère incitatif, est-ce qu'il y a des effets d'aubaine, et puis les résultats globaux auprès des bénéficiaires. Une évaluation des gisements, on y viendra, des gisements d'économie d'énergie dans chaque secteur et le rythme auquel ils peuvent être mobilisés. Et donc l'idée, c'est de faire ça secteur par secteur, fiche par fiche, pour toutes les passer en revue et améliorer ainsi l'efficacité du dispositif. Alors tout le monde veut réagir, j'imagine. Oui. sur ces questions des fraudes, peut-être Madame Nogel au départ. Oui, alors nous, la fraude, c'est vraiment une préoccupation majeure. On est sur les C2E primaires, on est très content de pouvoir s'appuyer sur des bureaux de contrôle fiables parce que la COFRAC, je sais pas comment on dit, c'est le contrôleur des contrôleurs. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que on vient contrôler ceux qui sont censés contrôler. Donc nous, on a besoin de ça, d'avoir des bureaux fiables pour la génération de nos C2E primaires. Donc ça passe par exemple, un cas très concret, j'installe un moteur neuf, vérifier que c'est bien la bonne plaque, vérifier que la puissance déclarée c'est bien la puissance que j'ai installée, que mon site il fonctionne bien en 3.8 et pas en 2.8 pour vérifier les économies réalisées. Donc ça, nous on a besoin de ça pour avoir, donc on soutient ça. La partie administrative, et ça c'est vraiment important, c'est que en tant que générateur de C2E, on a donc des équipes qui travaillent, qui font les dossiers, etc. Ça va avoir un coût, c'est sûr. Faire un pré-dépôt, c'est des étapes en plus, mais on sait qu'il faut le faire. Mais ça va être des choses en plus. Récupérer les numéros de PDL, c'est prendre livraison, c'est pas toujours simple, mais on le fera parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est un coût. Ça va forcément surenchérir un peu l'opération, mais on pense que c'est la bonne chose. Sur les C2E secondaires, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai vendu mes C2E, nous, vous donniez les chiffres tout à l'heure, 20 millions d'euros de C2E annulés, pour nous, c'est avoir des C2E annulés, ce serait catastrophique. Donc vous avez un C2E qui est frauduleux, il passe de main en main puisqu'il est échangé sur le marché secondaire. Puis qu'est-ce qui se passe ? Finalement, il est annulé ce C2E, vous le retrouvez. Vous avez des contrats, on met des contrats de droit dans nos contrats de droit privé. On met des clauses qui disent que tu m'as vendu un C2E frauduleux, je te le rends. Mais c'est la patate chaude que tout le monde se refile. Et donc c'est très difficile d'appliquer les clauses. Concrètement, c'est très difficile. Donc on soutient à 100% ces initiatives pour pouvoir réduire les fraudes. Mais on y est tous malheureusement plus ou moins exposés d'une façon ou d'une autre. Monsieur Maillard. Tout d'abord, je voudrais vraiment retenir le fait que le sujet est vraiment pris en main par l'administration et les ministères et le politique. Et on voit vraiment une différence, une évolution là, sur ce sujet. Tant la DGEC que le PNC2E, un renforcement de l'instruction, un renforcement de la détection de la fraude. Le sujet n'est pas mis de côté. J'ai vraiment, on prend le taureau par les cornes et ça, je pense qu'on peut vraiment s'en féliciter. En tout cas, bravo à l'administration et au secteur vraiment public là-dessus parce que c'est eux qui sont vraiment force de proposition, qui sont acteurs vraiment de ça, avec des propositions évidemment des acteurs privés. Et je trouve qu'il y a aussi un côté actif et un pouvoir à faire appliquer une décision qui est très rapide.
Et on voit des fiches qui s'arrêtent, des fiches qui sont réévaluées, des sanctions qui sont prises, des suspensions d'accréditation qui sont lancées. Et je trouve que voilà, on voit qu'il y a vraiment une action qui est faite. Parce que l'opportuniste, il sait s'arrêter, repartir le lendemain, etc. Donc ça lui fait pas trop peur. Mais donc c'est important qu'on puisse agir très rapidement. Deuxième sujet, c'est sur pour pouvoir lutter efficacement contre la fraude, il est important de pouvoir suivre l'économie d'énergie réelle. Et donc de pouvoir ne pas avoir trop de diffus. Donc, le dispositif ne doit pas être orienté uniquement sur du diffus, donc pas uniquement sur le résidentiel individuel. Ça, c'est un point important. Et donc, quand vous parlez d'une personne morale, déjà les opérations sont le volume unitaire est plus important, donc vous avez un budget supplémentaire pour pouvoir mettre en place des indicateurs de performance énergétique, un suivi dans le temps des économies d'énergie. Et donc, on a été force de proposition là-dessus chez Helio, c'est de pouvoir lier le volume C2E dans le temps, donc c'est-à-dire de donner un premier volume, une première part du volume C2E à J0, puis à J plus 360, puis encore un an après, etc. Donc ça, c'est de pouvoir décaler en tout cas le volume C2E par rapport à la performance énergétique réelle qu'aura généré l'opération qui a été financée et qui a permis de générer les C2E. Monsieur Timsit. Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne idée, me semble-t-il, de dire qu'on pourrait conditionner une petite partie de la subvention à une observation de l'économie réelle, en tout cas dans certains secteurs, parce que c'est pas déployable partout. Dans le diffus, ça serait très compliqué. Donc effectivement, peut-être en industrie, peut-être un peu plus, tout en gardant quand même l'aspect incitatif, parce que sinon, les personnes morales ne feront pas les investissements. Ça, quand même, je souhaitais le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même il y a un certain nombre d'opérations dans le domaine industriel ou tertiaire qui n'ont pas de reste à charge à 1 euro, donc ils ont un vrai reste à charge. Et donc, c'est quelque part aussi la preuve que l'économie d'énergie, elle est réelle également, parce que sinon, les industriels, voilà, en tant que personnes invisées, ne feraient pas les investissements. Donc ça c'est une chose. Je voulais rappeler, c'est pas pour opposer les dispositifs, mais aujourd'hui, voilà, dans le secteur de la rénovation, en tout cas, personne n'a trouvé la martingale pour endiguer le problématique de la fraude, c'est-à-dire que voilà, ce qui est constaté dans le certificat d'économie d'énergie, c'est aussi malheureusement une problématique qu'on constate côté MaPrimeRénov'. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tout le monde fait face à ces problèmes et les problèmes ils sont endémiques par marché et malheureusement personne n'a trouvé la solution. Par contre, pour finir sur une note positive, effectivement, nous il y a deux choses. Déjà, on salue le travail qui est fait par l'administration en matière de recherche et de dépistage de la fraude, c'est l'identification. Et la deuxième chose, c'est sur l'enregistrement effectivement des opérations. On pense que ça va dans le bon sens d'enregistrer les engagements. Ça va permettre de beaucoup moins manipuler le système. Ça va permettre de beaucoup moins avoir cet effet de changement de fiche ou de changement de période qui fait qu'on avait un petit peu aussi de l'antidatage. Je pense que la signature électronique va pouvoir aider également pour éviter l'antidatage des devis. C'est un élément important. Et aussi, on y est venu peut-être nous assez récemment seulement, mais sur le contrôle visuel à distance, on pense que c'est un véritable potentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas tant de bureaux de contrôle qui le pratiquent. On pense que c'est une évolution importante parce que c'est un contrôle, bon certes, il doit permettre la participation de la part du bénéficiaire, donc c'est lui demander un peu plus de travail. Et on va devoir aussi authentifier ces vidéos. Aujourd'hui, techniquement, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va bien pouvoir géolocaliser les vidéos? Est-ce qu'elles sont prises au bon endroit, etc. Ça, c'est une vraie question. Mais malgré tout, c'est un contrôle qui est peu coûteux, de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Et donc, ça permet quand même de le déployer, on l'espère, nous, massivement. Et par exemple, on pense que pour la nouvelle pompe à chaleur, eh bien, ça peut être intéressant de le déployer assez massivement, en partie avant travaux, peut-être également après travaux. Voilà, de faire un contrôle un peu plus renforcé ou du contrôle par contact, du coup, pour éviter ces problématiques. Madame Signé, une réponse sur ces observations Non, vous dire qu'effectivement, ce sujet de l'innovation, il est important parce que nous, on est contactés quotidiennement par des startups qui élaborent des produits pour nous aider à lutter contre la fraude. Donc nous, on les reçoit tous et c'est aussi l'objet de ce programme qui a été mis en place. Nous, ce qu'on voudrait, c'est travailler avec l'écosystème pour qu'on puisse tester ces innovations et nous aider à dire qu'est-ce qu'on exige dans les fiches, qu'est-ce qu'on exige en termes de contrôle avant, après, qu'on puisse avoir ce travail d'intelligence collective
pour voir les innovations qu'il faudrait généraliser et sous quelle forme. Voilà, ça peut prendre la forme effectivement de nouvelles exigences. Ça pourrait prendre la forme d'un marché, de l'État, pour se doter de certains outils et les imposer à tout le monde. Donc il y a des choses qu'on peut faire très simplement, le contrôle visuel à distance. Il y a déjà des choses qui peuvent être faites aujourd'hui avec des solutions très low-tech, en quelque sorte. Mais il y a des potentiels d'innovation vraiment importants. Et il faut qu'on mobilise vraiment tous les acteurs du dispositif pour voir comment on en tire pleinement parti. Et justement, est-ce que ces sociétés, les startups, parce que je pense que M. Meillard en parlait, on est dans le curatif, et est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans l'anticipation aussi, c'est-à-dire anticiper la fraude? Comment on fait pour anticiper la fraude? C'est-à-dire, est-ce il n'y a pas des outils pour anticiper la fraude? Moi, si je me permets, désolé, Madame Simu, juste un élément pour dire qu'aussi il y a parfois une manière très technique juste dans la construction des subventions de l'IVT. Je pensais par exemple quand Madame Langiel a évoqué tout à l'heure le 1, le 2 ou le 3 x 8, enfin le 2 ou le 3 x 8. Voilà, ça, si on peut s'éviter ce genre de paramètres dans les fiches, passer plus par des approches moyennes. Sur la rénovation globale, c'est ce qui a été fait au début. On passait par l'audit, ça c'était vraiment le péché irrémissible. Et ensuite, justement, on est passé par une approche moyenne. Et je pense que demain, je pense que la rénovation globale tertiaire également, en fait, ça va permettre de sponsoriser en fonction du nombre de gestes qui sont occasionnés. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, il y a déjà des éléments techniques de construction des fiches qui permettent d'éviter une bonne partie de la fraude. Oui, ça c'est important, effectivement, c'est dans la construction des fiches. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup appris avec la mission interministérielle de coordination antifraude. C'est comment on essaye, dès la conception des outils de politique publique de manière générale, d'anticiper cette fraude. C'est pas toujours simple, on aura toujours moins d'imagination que les fraudeurs, mais on essaye effectivement de se mettre avec notre expérience, de se mettre à leur place et de se dire qu'est-ce qu'ils vont nous inventer cette fois-ci. Et donc c'est ce que vous disiez il y a des arbitrages à faire entre la simplicité et la lutte contre la fraude, entre le coût administratif et la lutte contre la fraude, entre le fait d'être au plus proche de la bonne approximation de l'économie d'énergie et la lutte contre la fraude. Donc c'est des arbitrages à trouver. Et puis aussi dans la prévention, il y a ce qu'on fait aujourd'hui, les opérations qui sont lancées je donnais les exemples de la rénovation globale, des thermostats, du calorifugage, d'avoir une approche préventive, c'est-à-dire que on fait ces campagnes massives de contrôle par contact avant même le dépôt des opérations. Et ça, c'est un élément nouveau. Et puis un autre élément, c'est aussi c'est un peu un changement d'attitude au sens où il y a des sujets sur lesquels on sait qu'on s'expose à des contentieux, mais on va quand même prendre le risque pour lutter contre la fraude. On n'hésite plus à débrancher sauvagement, je dirais, des dispositifs quand on a des signes, les premiers signes de fraude. On n'attend pas que la fraude soit avérée. C'est ce qu'on a fait ce matin. Vous avez au JO l'annulation de la fiche sur les vélos cargo. Donc on prend le risque. On sera peut-être attaqué pour cette décision, mais on l'a fait quand même. D'accord. C'est bon. Donc on poursuit. Donc on va peut-être parler un petit peu gisement et on a déjà parlé, mais peut-être un peu plus précisément de ces gisements, et avec une question peut-être au préalable, peut-être nous parler, Madame Signou, si on a des idées, de la réconciliation de la 5e période, quelle réconciliation, donc on appelle, où en seront l'objectif par rapport, où en sera la réalité par rapport à l'objectif initial, et puis est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de stock en 6e période, comme d'habitude dans les périodes précédentes, on avait toujours du stock, là, qu'en est-il sur le stock Alors effectivement, on arrive en fin de 5e période. Donc à la fin de chaque période, il y a ce qu'on appelle la réconciliation administrative. Et donc ça va se passer de la manière suivante. Au 1er juillet 2026, le pôle national des C2E va calculer l'obligation définitive pour chaque obligé. Et le registre va établir un état des comptes. Et sur la base de cet état des comptes, on confronte les deux. Et pour les obligés qui n'auraient pas assez de C2E sur leur compte,
le pôle national des C2E va les mettre en demeure d'acquérir ces C2E sous 2 mois. Donc, la réconciliation finale, elle se passera à l'automne. Et donc, ce qui est important à garder en tête, c'est que tous les C2E qui seront générés en 2026 jusqu'à ce moment-là, à l'automne, pourront être utilisés pour la conformité de la 5e période. Donc ça, c'est un élément, je pense, important à avoir et qui devrait, en toute rigueur, détendre un peu le marché. On y reviendra. On a aujourd'hui des prix, Laure Langiel l'a rappelé, des prix élevés des C2E. On a un marché qui est pas très liquide. Et c'est vrai qu'il y a eu un attentisme fort en l'attente justement du décret de la 6e période, ce qui se comprend. Maintenant, on espère pouvoir très vite en sortir, donner de la visibilité au marché pour qu'on puisse produire à nouveau. Il y a des gisements très importants qui ont été ouverts, notamment dans le domaine des véhicules électriques, mais on a aussi des volumes importants qui arrivent de l'industrie, sur l'électrification de l'industrie. Et donc, il faut que le marché intègre ces nouvelles données. Effectivement, on n'aura pas des stocks aussi importants qu'on a eu les précédentes périodes pour le début de la 6e période. Et ça, c'est pour ça qu'on sera très vigilant en début de période à l'évolution du marché pour, si nécessaire, ajuster le niveau d'obligation. Vous parliez d'intensification dans l'énergie. Peut-être justement, c'est cette question d'énergie finale, d'énergie primaire. Est-ce que vous pouvez nous dire l'évolution qu'il y a eu sur ce point? Alors, c'est l'évolution dont parlait M. Timsit tout à l'heure, c'est le fait qu'on soit passé en énergie finale pour les calculs, qui était effectivement une recommandation du GPC2E et qui conduit à générer davantage de C2E pour les opérations d'électrification, que ce soit l'électrification pour les véhicules, l'électrification pour l'industrie ou l'électrification pour les pompes à chaleur. D'accord. Un petit tour de table, Monsieur Maillard, on va commencer par vous. Ce qu'il faut avant tout retenir, c'est aussi ne pas oublier l'obligation théorique versus l'obligation réelle. Ouais. L'obligation réelle va être inférieure à l'obligation théorique, due à une consommation un peu plus faible qu'attendue. Donc on a aussi ces effets-là. Et sur le côté gisement, moi je suis pas du tout inquiet. On nous a toujours dit période après période que ce serait impossible d'aller produire ces volumes de C2E-là. On a toujours fait plus. On sera en légère surproduction sur la 5e période. Donc le sujet du gisement les scénarios qui ont été présentés par l'ADEME établissent aussi des prix qui sont assez élevés, qui ont été présentés il y a déjà 2 ans. On avait un prix qui était à 10 € sur le classique, un prix qui était à 12 € sur le précaire, avec des simulations pour étudier la capacité du dispositif à aller générer le volume suffisant pour l'obligation de la 6e période. Vous mettez là-dessus un plus ou moins 15%, ça vous fait du 10-12 € sur le classique, du 13-15 € sur le précaire, ce qui va permettre aussi de générer davantage de volume, donc de gisement, et donc de remplir plus facilement les obligations C2E, tout en ayant un prix du C2E qui soit contenu, et donc qui va permettre de ne pas alourdir de façon trop considérable la facture des ménages in fine. Monsieur Timsit, sur les gisements alors. Oui, effectivement, il y a des nouveaux gisements qui ont été mis en place. Alors, il faut aussi qu'ils se matérialisent, ces gisements, notamment mobiliser toute la filière automobile. Je pense que ça peut prendre un petit peu de temps, qui est un petit peu désarçonné peut-être devant les nouveaux éléments administratifs. Pour un concessionnaire, peut-être que c'est moins simple, on va dire, de se doter de tous les documents nécessaires qui vont être nécessaires pour produire, justement, pour faire la demande de subvention C2E. Donc, il y a ce point-là. Donc, j'espère effectivement que les gisements vont pouvoir se matérialiser. En même temps, j'ai peu de doute que sur ce qui était hier peut-être le bonus écologique ou le leasing social, il y a des volumes qui puissent se mettre en place. J'ai juste peut-être un point de réserve. Attention à pas supprimer, on va dire, trop rapidement d'autres gisements qui étaient peut-être productifs sur la base d'un temps de retour brut, puisque c'est sur cette base-là que l'administration a supprimé un certain nombre de gestes par le passé, du fait que censément les temps de retour sur investissement étaient inférieurs à 3 ans. Attention d'une part sur ce point-là,
pour les emplois qui sont impactés, parce que il y a une partie d'emplois délocalisables quand même dans ces filières. Alors certes, si effectivement ça peut être des gestes rémunérateurs, attention à ces questions quand même d'emploi, à pas les supprimer d'un coup de crayon. C'est très bien de pouvoir remettre en place des gisements qui permettent d'assurer l'emploi derrière en France et en Europe. Mais ce que je dirais en tout cas, c'est juste de bien veiller quand même, et j'aurais plutôt moi une stratégie qui serait dégressive, de donner de la visibilité sur la baisse de forfaits prévisionnels en donnant ce qu'on a demandé depuis des années, de la visibilité sur attention, on va faire baisser ces forfaits-là parce qu'on pense qu'ils sont très rémunérateurs. Comme ça, on vérifie en fait que les maîtres d'ouvrage, en fait les clients, eh bien ils vont bien continuer à payer avec le fait que les subventions elles baissent en fait. Et donc on peut s'assurer que la transition énergétique, elle continue à s'opérer même si on baisse graduellement le niveau de subvention. Ouais, pour vous, Madame Berger. Alors, moi, je fais au quotidien les achats de C2E, donc je peux vous dire si c'est tendu ou pas le marché. Quand on achète pour un client, la question de savoir, c'est est-ce que la P5 va se réconcilier de façon sereine. Quand on achète pour un client, on achète en général à la signature du contrat. Donc on fait du back-to-back. Ce qui va se passer, c'est que vous avez là, au 1er janvier, vous avez raison, au 1er juillet, on doit faire la réconciliation, on a jusqu'à octobre, on n'attend jamais de pas être d'équerre au 1er juillet. Donc, comme on est back-to-back, normalement, on a déjà acheté nos C2E. Ceux qui vont nous manquer, on va les acheter en début d'année, 26. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est l'augmentation des taux qui va être publiée, normalement, projet de décret, pour la P6, et c'est des C2E c'est le même marché de C2E. Donc à la fin, vous allez avoir une augmentation liée au fait que vous allez devoir acheter pour la P6, enfin pour les nouvelles obligations P6, et vous allez aussi devoir acheter pour la réconciliation P5. Donc ça va quand même tendre le marché. Aujourd'hui, sur les C2E précarité, il y a une vraie tension. J'ai quasiment, entre la meilleure offre à la vente, la meilleure offre à l'achat, je peux avoir 1,50 € d'écart entre les deux prix. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'échange pas. Il y a pas aujourd'hui suffisamment de C2E précarité. Alors, je suis assez confiante sur la P6, vous avez raison. Vous avez tout ce qui va être sur les transports, les véhicules électriques, mais sur la P5, là, les C2E précarité que je vais devoir acheter, soit pour ma réconciliation, soit pour ma hausse des taux, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut juste quand même dire que c'est vrai que l'effet prix a quand même quelque part produit un petit effet, puisqu'on voit le retour quand même des opérations peut-être qui sont produites en diffus, et donc peut-être que ça va peut-être un petit peu limiter le stress sur le marché dans les prochains mois. C'est là qu'il faut regarder effectivement les publications que vous faites, avec donc les volumes dits engagés, c'est-à-dire les opérations qui sont prévues, les volumes qui sont dans les stocks, et vraiment les volumes délivrés. Et là, il y a encore une marche à faire pour la fin d'année. Oui, vous dire que vous parliez des concessionnaires. Les concessionnaires, ça y est, ils sont prêts maintenant. Concessionnaires automobiles, on parle. Oui, les concessionnaires automobiles, justement, pour à la fois pour le coup de pouce pour les fiches qui ont été créées et pour le leasing social qui ouvre aujourd'hui à 14h, qui va permettre à 50 000 Français dans la moitié la plus modeste de bénéficier de véhicules électriques. Ça a une valeur de 350 millions d'euros de C2E. Ça, c'est des volumes qui vont arriver sur le marché avant la fin de l'année. On a aussi, comme on a augmenté la bonification pour les rénovations globales de l'ANA, c'est aussi des volumes qui continuent à arriver sur le marché. Donc, on a des volumes importants, des gisements importants qui ont été ouverts. Moi, je comprends tout à fait la difficulté à laquelle vous êtes confrontés parce qu'on a eu cet attentisme du marché pendant quelques mois. Et donc, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il redémarre. Mais on a des volumes qui vont arriver. On est extrêmement transparent sur l'état des comptes. L'état des comptes, il est publié chaque mois dans la lettre d'information qui est diffusée à des centaines d'acteurs. Qui est accessible. Et qui est accessible en ligne et qui sera diffusée ce soir pour celle de septembre. Et donc, on est extrêmement transparent. Voilà. Vous pouvez lire la lettre d'information C2E, qui est toujours une très, très bonne lecture. Et donc, il donne vraiment l'état des comptes et on est extrêmement transparent sur, tous les signaux dont le marché a besoin. Peut-être un mot sur les programmes, peut-être dans cette 6e période, comment évolue ces gestions des programmes par rapport à la 5e?
Alors sur les programmes, on a un plafond qui a été défini pour les programmes. J'avoue qu'il faut que je retrouve mes anti-sèches pour savoir à quel niveau il a été fixé. Je sais pas 10% par an, c'est pas 100 TWh CUMAC par an. Ça doit être ça. Voilà, donc une volonté de garder des programmes, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est utile, mais qui est là aussi strictement encadré. Très bien. Une question sur les programmes. Sur le point des programmes, le point d'attention est quand même d'arriver à avoir un peu plus de quantifiable sur le sujet des programmes. Sinon, on trouve qu'il y a beaucoup de subjectivité, il y a à nos yeux, encore beaucoup trop de flou sur l'attribution, tant aux porteurs de projets qu'aux financeurs des programmes. Donc on pense que là, il y a quand même un effort à faire encore de transparence, d'appel d'offres, de clarification des règles, et d'un sujet un peu plus de fond sur est-ce que vraiment le dispositif C2E doit porter des programmes d'une façon générale, ou est-ce qu'on doit vraiment se relier voilà, si on veut davantage aller vers les économies d'énergie réelles, on pense que non. C'est d'autres dispositifs qui doivent financer des programmes, des appels à manifestation d'intérêt ou autres, mais pas via le dispositif C2E. Oui, et effectivement, c'est vrai que ponctuellement, pour aller sur une action, ça peut être intéressant de mettre en place un programme. Effectivement, juste pour nous, c'est attention à ce que, parce qu'en général, ça mobilise pas toute une filière, ça mobilise quelques acteurs. Il y a l'organisation du programme elle-même qui est portée souvent par quelques acteurs ou un acteur. Donc ça, c'est quand même aussi un élément qu'on souhaite éviter. Puis il y a les coûts de structuration du programme en lui-même, les coûts de gestion qu'on n'a pas sur le reste du dispositif. Donc juste effectivement quand même un point d'attention à ne pas, on va dire, le développer. Bon, voilà, il y a le plafond, c'est 500 TWh CUMAC sur la prochaine période, donc c'est déjà plafonné. Mais voilà, en tout cas, on ne pense pas que ça doit aller au-delà de ce montant-là. Très bien. C'est bien 500, c'est bien. 500 TWh CUMAC. Tu avais raison, c'est bien 500 TWh CUMAC sur une période de 5 ans. 500 sur la période. Sur la période, pour les 5 ans. Très bien. J'avais une question que j'ai oubliée. Bon, je la reposerai plus tard. Peut-être on arrive peut-être au prix. On en a déjà parlé beaucoup de prix, mais je voulais faire, peut-être tout le monde n'a pas parlé sur les prix. Peut-être un petit tour de table sur les prix et expliquer pourquoi. Donc, c'est peut-être été dit, mais je pense qu'il faut peut-être le resignaler. Madame Signeux, là, on voit que justement, Laurent Langel et d'autres le disaient, le prix a augmenté là depuis quelques mois. Expliquez-nous pourquoi et comment vous voyez l'évolution de ces prix C2E, à la fois classique et à la fois précarité, quoi. Les prix ont effectivement beaucoup augmenté ces dernières semaines. On voit que c'est l'effet d'un attentisme de la part des acteurs tant que le décret P6 est pas sorti. Donc ça, on le voit très clairement. J'espère que le fait d'avoir donné davantage de visibilité sur le décret, maintenant qu'il a passé l'étape du Conseil supérieur de l'énergie, de la consultation du public, il est au Conseil d'État, on va permettre de sortir de cette phase d'incertitude très, très rapidement. On voit que le marché en a besoin. Et puis le marché a aussi réagi très fortement à la suppression de certaines fiches au printemps. C'est des fiches qu'on considère comme étant trop rémunératrices et donc qui ont été soit supprimées, soit rabotées. C'est une démarche qui se poursuit. Donc on a commencé par ces fiches qui étaient les plus rémunératrices. La démarche de revue des fiches se poursuit, mais en parallèle, il y a d'autres gisements qui ont été ouverts pour des montants très significatifs. Et je pense qu'effectivement, il y a eu cette idée que ça a été annoncé, mais ça se concrétisait pas encore. Et donc là, je pense que l'arrivée sur le marché, notamment le leasing, ça va arriver, les volumes vont arriver en masse très prochainement sur le leasing social sur les véhicules. Ça va arriver très prochainement sur le marché. On voit un dynamisme très fort aussi sur les fiches pour les véhicules électriques. Et donc ça va contribuer, on l'espère, à détendre le marché, et aussi la prise de conscience que la réconciliation de la P5, c'est en fait à l'automne 2026, et que tous les C2E qui sont générés jusqu'à ce moment-là sont utilisables pour la conformité pour la 5e période. Monsieur Tinsit, sur le prix. Ouais, alors juste peut-être un petit mot effectivement quand même sur les gisements. Donc pour
c'est des choses qui ont été dites, mais c'est vrai qu'on voit et on espère qu'effectivement il va y avoir une production sur la partie des véhicules électriques pour les entreprises, pour les particuliers, sur les poids lourds, les bus électriques également. On espère que la pompe à chaleur, justement, il y a la récupération de chaleur sur groupe froid qui a disparu. Donc on espère que la pompe à chaleur, même si c'est une opération qui est compliquée, va pouvoir mobiliser ces gisements. Pompe à chaleur industrielle. Industrielle, tout à fait, pardon, je précise. Ouais, cette fois-ci, donc qui a été mis en place en juillet 24, si ma mémoire est bonne. Il y a également le groupe chauffage dans le tertiaire, dans le collectif qui est toujours actif, et le CPE notamment dans le domaine du tertiaire, qui est une fiche, ou en tout cas une action qui est prometteuse. Il y a la rénovation globale du tertiaire. CPE, pardon, contrat de performance énergétique. Donc pour des opérations volontaristes avec au moins 25% d'économie d'énergie finale sur le tertiaire. Est-ce qu'il y a une réflexion à remettre? Alors je veux pas, en tout cas sur la partie industrielle, sur le même sujet, pour pouvoir massifier, bonifier justement des gestes qui pourront être importants. Donc nous, en tout cas, en termes de gisement, on voit ça. En tout cas, c'est les actions qu'on estime être prometteuses pour les années à venir. Effectivement, sur la question du prix en tant que tel, il y a eu peut-être deux phénomènes. Il y a eu effectivement le 71e arrêté avec l'abrogation d'un certain nombre de fiches qui, ça, a fait monter probablement, je dirais, au moins 1 euro facilement sur la partie classique. Donc ça, c'était un élément fort. Donc je dirais peut-être encore une fois d'essayer de faire preuve peut-être de plus de visibilité, donner plus de visibilité à la filière sur l'organisation, en tout cas des prochaines révisions et sur abrogation, révision à la baisse. Et il y a eu après, effectivement, comme ça a été dit, une baisse aussi de la consommation des ventes d'énergie, en tout cas qui s'est observée, et donc qui a fait que le prix est un tout petit peu redescendu, mais on reste effectivement à des prix importants. Et le niveau d'obligation, comme on l'a dit en tout début, il est ambitieux aussi. Si on se fie aux statistiques de délivrance de la DGEC, donc j'espère et je pense qu'elles sont bien fiables. En tout cas, on voit que le niveau de production et des délivrances du passé, il a pu bénéficier par exemple des stocks qui ont été constitués avant. Mais il va falloir que le niveau de production du dispositif, globalement, il augmente et ça s'est pas encore tout à fait matérialisé. Madame Langer ? Oui, alors ça, je partage complètement l'avis. C'est que le marché des C2E, c'est un marché d'annonces. Donc le prix bouge avec les annonces, par exemple suppression de fiches, mais aussi des statistiques de délivrance. Il suffit qu'il y ait un mois où il n'y a rien qui se passe, on projette ça sur quelques, enfin quand je dis rien qui se passe, pas de délivrance ou peu de nouveaux stocks en cours, et ça fait tout de suite, ça a tout de suite un effet. Et juste pour compléter. On regarde toujours macro, global, mais il faut vraiment voir le jeu des acteurs. C'est-à-dire qu'un acteur, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas leur gisement, notamment précarité, et ceux qui les ont, ils les gardent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la P6. Et donc, ils n'ont pas... Eux se constituent un stock. Ça, c'est vraiment important de le savoir, c'est que c'est pas parce qu'au global, vous avez une obligation qui est atteignable. En fait, il y a un jeu d'acteurs où quand vous avez du précarité, vous n'allez pas le vendre, vous allez vous le garder, parce que derrière, vous allez avoir les obligations qui vont augmenter en P6, la réconciliation à faire, et des nouveaux clients que vous allez avoir en période 6. Donc ça, c'est un peu le mode, je modulerai un tout petit peu les propos là-dessus, il faut... Je rejoins Mme Langel sur les différents impacts qui mènent à une évolution des prix, une évolution positive. Oui, mais on ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a des grandes tendances. Une fois qu'on lève un peu la tête et qu'on regarde justement un peu de façon macro, il y a quand même des grandes tendances qui sont données, des gros drivers de marché, des grosses augmentations d'obligations par période qui amènent directement à une évolution significative des prix. Oui, mais on ne peut pas dire que c'était inconnu. Ça fait 2 ans qu'on travaille le sujet. L'ADEME a fait des prévisions. Donc ce ne sont pas des sujets inconnus. Après, il faut aussi se rappeler que le marché est capé en prix, avec une pénalité qui peut être imposée à chacun des acteurs obligés, donc à 15 euros et 20 euros pour le classique et le précaire. Et donc, déjà, vous avez un plafond qui s'opère. Ensuite, oui, on va se tendre et on va naturellement tendre. On a une tendance haussière qui est assez naturelle sur le dispositif et qui va probablement continuer quelques semestres ou quelques années. C'est pas forcément négligeable. Au contraire, ça va permettre de générer aussi des nouveaux gisements qui étaient difficilement trouvable parce qu'il est massifiable, parce que le prix était un peu trop faible. Avec un prix un peu plus fort, on va pouvoir avoir des décisions d'investissement et donc de l'incitation, et qui est le fondement même du dispositif. Donc je pense que c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire. Et étant donné que c'est capé au-dessus,
Je pense que c'est bien maîtrisé et la tendance, elle est assez connue quand même depuis quelques années. Donc, c'est de la bonne prévision à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est de passer à l'action et de s'assurer de la bonne production des C2E. Donc, de trouver des canaux de production, en tout cas des canaux évidemment, en tant qu'acteur obligé, il y a différents canaux qui peuvent exister. Et donc, l'accès au marché secondaire, de trouver aussi des acteurs fiables qui peuvent livrer des volumes C2E à temps et dans les délais pour respecter les volumes d'obligation et les réconciliations administratives. Je préciserai juste un point. Au-delà d'un plafond, en fait, c'est une pénalité libératoire. Donc, une pénalité libératoire, c'est qu'on estime que on ne devrait pas aller à ce niveau de prix. C'est une pénalité. Enfin, donc, et on a un prix de C2E précarité qui s'approche des 20 €. Ok, 15, mais on s'approche des 20 €. Prix C2E classique, 10, on aura peut-être 9 aujourd'hui, et on approche les 15. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même sur des niveaux structurellement très hauts, puisque effectivement, comme elle est libératoire, elle devient un plafond. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été conçu pour atteindre ces niveaux-là au départ de prix. Madame Sénou, un commentaire? Non, et heureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui ont anticipé, et c'est ce qu'on disait, quand on regarde au global, je suis d'accord avec vous que ça dépend des acteurs, au global, il y a suffisamment de C2E pour satisfaire les obligations. Ensuite, il y en a qui s'y sont pris plus tôt que d'autres. Et voilà, il y a eu des bons élèves et il y en a qui sont plus en difficulté aujourd'hui. Donc je jette la pierre à personne, mais il faut pas laisser croire que toute la réconciliation de la 5e période va être faite à ces niveaux de prix. Voilà, les C2E, ils ont été achetés au fur et à mesure. Donc il y a aujourd'hui des acteurs qui sont confrontés à ces prix élevés. Voilà, malheureusement c'est le jeu. Je pense que les prix, j'espère, vont se détendre avec l'arrivée sur le marché des volumes dont je parlais. Mais c'est pas, je pense qu'on peut pas dire que le marché n'a pas été conçu pour atteindre ce niveau de prix. C'est pas l'idée. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des fluctuations trop brutales, trop fortes. On a eu la chance d'avoir un marché très stable pendant longtemps. Là, en fin de période, effectivement, ça se tend et les prix augmentent. On considère pas que ce soit un dysfonctionnement du marché. Vous parliez, Madame Langel, au tout début, je pense, d'un marché secondaire du C2E. Peut-être vous pouvez développer. Oui. Et ces questions de marché à terme aussi, du C2E. Quoi. Alors, effectivement, quand typiquement, nous, on est fournisseurs, donc on a des clients qui nous portent, pour lesquels on porte une obligation. Mais typiquement, je ne génère pas d'opération d'économie d'énergie chez des ménages précaires. Gaz et l'énergie ne le fait pas. Donc, effectivement, je ne vais pas aujourd'hui générer ce genre d'opération. Donc, je dois aller acheter auprès de certains acteurs qui, eux, en tant qu'obligé. En tant qu'acteur obligé, effectivement, je dois aller acheter ces C2E précaires. Et donc là, effectivement, on va être dépendant du volume généré par ces acteurs-là, des délégataires, des mandataires, qui vont mettre sur le marché ce volume. Quand on achète soit spot, j'achète pour livraison tout de suite. Donc si je signe un contrat pour 2026, je vais demander une livraison, quand je dis tout de suite, vous avez tout de suite, ou Q1 26. Et puis quand je signe un contrat à très long terme, ça c'est un point vraiment important, c'est que donc quand je signe un contrat d'électricité pour 2027-2028, j'achète mon énergie, vous avez des marchés à terme sur la bourse EX, vous pouvez acheter de l'électron pour dans 2 ans, pour dans 3 ans, même pour dans 4 ans. Aujourd'hui, moi, quand je dois acheter un C2E 2028, ça n'existe pas. Et pourquoi ? Ça, c'est important parce que on a besoin d'avoir des acteurs qui ont des projets très, très visibles dans le temps en se disant, moi, mon C2E, il va être livré dans 2 ans, ce qui va me permettre, moi, d'acheter de l'autre côté le C2E pour dans 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, les acteurs, on voit qu'ils vendent au plus tard 1 an, 2 ans maximum. Et ça, c'est pas sur le gaz, sur le pétrole, sur toutes les énergies qu'on a citées, ça va beaucoup plus loin que ça, les horizons de temps. Donc, on a cette contrainte additionnelle. Donc, en général, ce qu'on fait, on achète du 2027, qu'après, on va redéboucler, donc revendre pour acheter du 2028. Enfin, on a des opérations sur le marché de façon à essayer de prendre le moins de risques, mobiliser le moins de trésorerie possible aussi, pour livrer
à la date donnée. On voit certains acteurs qui mettent ça en composante de prix aussi, qui commencent à indexer la part C2E en composante de prix, donc en variable, dès qu'ils n'arrivent pas à se couvrir en back-to-back. Donc ils mettent à 2028 avec une composante, donc en se disant il y aura le marché qui est quand même non prévisible, on ne peut pas être sûr du prix en 2028, donc ils le mettent en composante et qui se backent comme ça. Voilà, c'est des différents choix stratégiques, je pense, des fournisseurs d'énergie aujourd'hui. Il y a peut-être, alors moi je ne cherche pas du tout à faire le travail de l'administration à sa place, mais je pense qu'il y a aussi le levier, par exemple, si les gisements industriels ils se matérialisent pas assez, ou que les taux de rémunération, que les factures de couverture, les taux de couverture sont finalement trop faibles, l'administration quand même a la capacité à revoir, bonifier, ou en tout cas aider certaines fiches en le faisant, on va dire, au compte-gouttes, et tant que ça, c'est un projet industriel et qui correspond aux objectifs de la France. Donc il y a quand même ce levier que l'administration a aussi et que le gouvernement a utilisé par le passé. Donc il reste ça. Et après, effectivement, non, c'est pas pour dire comment malheureusement développer. Moi, j'ai pas la solution pour développer le marché à terme, parce que ça, il y a une contrainte qui est effectivement que vous avez mentionnée, c'est que le marché de la rénovation, en tout cas de l'efficacité énergétique, il est très diffus. Et malheureusement, les entreprises elles-mêmes en dessous n'ont pas forcément la visibilité. Voilà, aujourd'hui, quand on signe des contrats d'approvisionnement, même nous, en tant que délégataire C2E, on va signer des contrats de 6 mois, 1 an, 1 an et demi. C'est vraiment, voilà, où on peut avoir quelques projets industriels ou des rénovations dans des lotissements. Là, effectivement, on va avoir un peu de visibilité à 2 à 3 ans, mais le gros de la production, malheureusement, et même pour des artisans qui vont travailler en B2B, ils n'ont pas, on va dire, des prévisionnels de volume qui permettent de se projeter ou d'avoir un prix de production à 2028. Ça reste compliqué. Moi, je salue quand même le travail qui est fait par ces deux The Market, quand même, qui permet de donner de la visibilité au marché, qui, pour moi, est une bonne plateforme, qui est bien conçue, sur laquelle nous sommes membres actifs et qui permet quand même donner de la visibilité à de très nombreux acteurs. Je pense qu'il faut saluer surtout ce qui est fait sur EMI dans ce cas-là avec l'indice forward à terme, parce que The Market reste privé, reste un nombre fini d'acteurs qui n'est pas encore représentatif du marché. Donc je pense qu'il y a quand même il faut se féliciter de pouvoir avoir un indice qui est public et qui est géré justement par l'administration là-dessus et qui du coup va aller vers plus de fiabilité, et je pense qu'on a besoin de fiabilité dans le dispositif, de visibilité, et ça en fait partie. Donc ça, je trouve c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil, parce que il y en a un qui a un prix quotidien et l'autre qui a un prix qui va être communiqué mensuellement. Donc c'est pas exactement pareil. Madame Signé. Donc pour dire que on entend ce besoin de développer le marché à terme. Donc effectivement, c'est ce qui nous a conduit à créer l'indice à terme et à le publier chaque mois. Peut-être un mot sur le fait qu'il y a des opérations industrielles importantes qui arrivent, qui vont permettre de donner cette visibilité à long terme. Le fait, on l'espère, d'avoir une période qui va jusqu'en 2030, on espère que ça va aussi aider à donner cette visibilité qui est nécessaire. Et puis l'action de l'ANA aussi, qui monte en puissance, pour qui c'était un métier nouveau de vendre des C2E dans ces volumes-là, qui se structure et qui va elle aussi vendre de plus en plus à terme, voilà, avec de la visibilité longue, et en faisant en sorte de vraiment servir les obligés, que ce soit pour les programmes ou que ce soit pour l'ANA, de servir les obligés, ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est un élément important pour pas alimenter la spéculation et de faire en sorte que ces volumes-là aillent vraiment aux obligés. Très bien. C'est bon ? Merci. Voilà, je crois qu'on a un peu dépassé, mais c'est normal, on était en retard. Juste une petite question pour vous au final, mais c'est une question un peu technique, mais je vais la poser parce que c'est quelqu'un devant son écran qui nous l'a posé. Quelle solution de chauffage pour la rénovation énergétique des immeubles où la PAC n'est pas possible ? Alors la pompe à chaleur. La pompe à chaleur n'est pas possible. Alors, il y a des solutions de pompe à chaleur pour les développe, immeubles, ça se développe. Et il y a de la rénovation de copropriété qui est possible. On voit que l'ANA soutient ces opérations-là. Sur les opérations qui sont pas éligibles à l'ANA, il y a des C2E, enfin il y a une fiche C2E qui soutient la rénovation des copropriétés. Et c'est vrai que c'est un levier important, et c'est des opérations qui s'inscrivent dans le temps long et qui permettent aussi de répondre à la demande de visibilité. Il faut pousser pour le raccordement au réseau de chaleur aussi, à pousser les collectivités à lancer des réseaux de chaleur, et donc au raccordement après des copropriétés, ça s'opère de plus en plus, on peut le constater sur le terrain, donc on peut pousser une des solutions à envisager aussi. Très bien. Bien, merci beaucoup. Alors j'avais quelques questions, mais
c'est des questions qui sont un peu trop politiques pour les poser là. Vu ce qu'on avait dit. Mes collègues peuvent répondre. Vu ce qu'on avait dit au départ du débat. Madame Langer, vous voulez Oui, non, je voulais juste répondre là, sur les opérations inscrites dans le temps long et parler de... Alors, c'est un faible pourcentage des opérations d'économie d'énergie, les opérations spécifiques, qui concernent peut-être 2% des C2E, mais c'est des opérations qui s'inscrivent dans le temps long pour les industriels. Et donc, ça, vous l'avez peut-être compris, mais nous, Gaz et l'énergie, on fait pas de la masse, on fait vraiment du très technique, très pointu, très complexe. Et donc, ces opérations dans le temps long, on a besoin aussi d'avoir des dossiers ce sont des opérations qui prennent du temps, notamment dans l'exploitation des dossiers qu'on dépose, puisque vous déposez un dossier, si vous avez 4 mois, puis après vous avez 6 mois, enfin en gros vous avez 9 mois si on repart pas à zéro avec des questions. Et donc là j'ai un cas très précis. J'espère que je l'aurai. Normalement, dans 15 jours, j'ai la réponse. Mais j'ai un sidérurgiste avec une opération spécifique. Ça fait donc 9 mois et demi. Donc, je vais avoir, normalement, silence vaut acceptation. Dans 15 jours, j'aurai mes C2E. Mais c'est pour vous dire que ce temps long du traitement, on comprend bien que les équipes sont limitées chez vous, chez nous, chez tout le monde. Mais pour pouvoir aussi libérer du gisement chez ces industriels qui ont besoin de se projeter, on a besoin d'avoir ces opérations qui sont spécifiques, comme leur nom l'indique, traitées avec le plus de rapidité possible, de façon à permettre à l'industriel de se projeter et d'avoir du C2E qui se libère sur les années futures. C'est un mot sur les opérations. Oui, mais l'industrie, nous on a 2 priorités au PNC2E, c'est la lutte contre la fraude et l'industrie. Et puis ensuite il y a tout le reste, qui est aussi important d'ailleurs, qui est vraiment une priorité. Mais il faut comprendre que ces opérations spécifiques, comme leur nom l'indique, elles sont spécifiques. Donc pour chacune, il faut se poser la question de quel est le scénario de référence. Il y a chaque usine est différente. Ce qui explique une instruction longue, quoi. C'est des volumes qui sont très importants. Et c'est légitime qu'on se pose vraiment la question de quel est le bon scénario, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine et c'est vrai qu'on est exigeant pour ce type d'opération. Mais on est tout à fait conscient de la nécessité d'accélérer la délivrance de ces projets-là. Mais on ne doute pas que vous nous aiderez avec des dossiers bien construits et qui répondent à ce niveau d'exigence. Mais parfois, effectivement, on fait aussi des dossiers. Parfois. Vous ne voulez pas quitter le plateau. Non. On avait dit que. Ah oui, mais moi le quart. Non, mais c'était juste pour compléter. Il y a des fiches aussi, donc vous disiez sur l'agriculture qui sont peu utilisées. Nous, on les fait, on les teste, et justement, dans cet état d'esprit qui sont pas que de la masse, on comprend bien le besoin d'être très très technique et notamment sur des secteurs qui sont encore peu utilisés, puisque la moitié des fiches sont quasiment pas utilisées aujourd'hui. Très bien. C'est bon? Qui c'est qui veut jouer les prolongations? Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin, et puis bonne journée à tous. Merci.